avec vous, on va entrer dans le détail du texte, le détail juridique, évidemment. Vous êtes tous les deux avocats au cabinetage. On l'a dit, l'application de ce texte est parfois complexe à mettre en œuvre. Première question, comment se traduit ce principe de responsabilisation dans les faits, dans l'organisation de l'entreprise? Comment est-ce qu'une entreprise devient responsable de ces données? Bonjour Florian, bonjour tout le monde. Le principe de responsabilisation, c'est le principe de accountability dont on vient de parler à l'instant avec Monsieur Lessy. Je vais essayer d'être la plus concrète possible pour tous les gens qui sont là, parce que c'est un peu ce qui les intéresse, et c'est des questions que nous avons au quotidien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Globalement, vous avez très schématiquement deux sortes de données. Des données dites classiques, données d'identification par exemple, et des données dites sensibles, données de santé, données liées aux infractions pénales, aux mesures de sécurité, données liées à l'appartenance à un parti politique, à la race, au sexe, à la religion. Ce sont des données sensibles, deuxième catégorie. Pour les données dites classiques, on a aujourd'hui un système de déclaration préalable à la CNIL. Et une fois qu'on a fait cette déclaration préalable, on referme le dossier et globalement, tout est terminé. Pour les données dites sensibles, aujourd'hui, on a un régime d'autorisation, une demande d'autorisation à faire auprès de la CNIL. Et tant que nous n'avons pas obtenu l'autorisation auprès de la CNIL, on ne peut pas lancer le traitement des données. Qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qui change demain? Pour les données normales, classiques, demain, le système de déclaration va disparaître. Et ça va être remplacé par quoi? Ce que nous dit le règlement, c'est ce principe de conformité, de responsabilité à tout moment, dès la conception du traitement de données et pendant toute la vie du traitement de données. Et qu'est-ce que le règlement donc a prévu? C'est ce registre, ce fameux registre dont tout le monde parle, le registre de traitement des données. Et ça va être quoi ce registre concrètement? Je vais essayer de vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on met dans le registre? Dans le registre, on va mettre d'abord les finalités du traitement. Pourquoi est-ce qu'on traite de la donnée personnelle? Qui vont être les personnes concernées dont les données vont être posées dans ce traitement? Qui seront les destinataires de ce traitement de données? À qui est-ce qu'on va envoyer éventuellement ces données? Est-ce que ces données, elles vont être transférées dans des États tiers? Est-ce qu'on va envoyer ces données aux US ou en Asie? Quelle sera la période d'effacement des données? C'est important aussi pour la personne privée de savoir quand est-ce qu'on va effacer ces données, combien de temps on va les garder, quelle sera la politique de conservation et d'archivage. Et surtout, quelles sont les mesures de sécurité que l'entreprise a prises pour protéger les données. Donc c'est tout ce qu'on va trouver dans ce registre demain. Ça, c'est pour les données classiques. Et pour constituer ce registre, j'aimerais attirer votre attention. C'est qu'il va falloir, à un moment donné qui n'est plus très lointain maintenant, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans chacune de vos entreprises, si ça n'a pas déjà été fait, effectuer une cartographie de vos données, des traitements de données que vous effectuez. Pour effectuer une cartographie, ça veut dire qu'il faut aller dans chaque société, dans chaque filiale, dans chaque succursale, dans chaque bureau de représentation, dans chaque établissement secondaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour identifier ces traitements de données qui sont partout dans l'entreprise, comme on le disait à l'instant, il va falloir embarquer tous les salariés. Ça veut dire que chaque salarié de l'entreprise doit avoir au moins une petite idée de ce qu'est le GDPR, une petite idée du fait que chaque entreprise traite de la donnée tous les jours. Et on sait très bien, parce que c'est l'expérience qui parle, que dans certaines entreprises, le niveau de top management ou de middle management est impliqué dans le traitement de la donnée, mais pas tous les salariés. Et il sera extrêmement difficile, si on ne fait pas ça, et si on ne donne pas des e-learning aux salariés ou des moyens d'information, d'avoir une vision exhaustive de ces traitements de données. Ce qui peut s'avérer par la suite un peu compliqué pour se mettre en conformité. Ça, c'est pour les données normales. Pour les données sensibles, donc je répète, les données médicales, les données de santé, les infractions pénales, les mesures de sécurité, toutes les données un peu particulières sur l'individu. Demain, quand on va vouloir lancer un traitement de données et qu'on va penser qu'il représente un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne, pour les droits et libertés de la personne, on va devoir mener une analyse d'impact. On en parlait à l'instant. L'analyse d'impact, on va la faire seule ou avec l'accompagnement du régulateur, et c'est même plus sage d'aller voir le régulateur parce que c'est toujours un peu particulier et un petit peu sensible.
qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'analyse d'impact. Pour reprendre un terme qu'on entend beaucoup, c'est le privacy by design qui doit être étudié dans cette étude d'impact. Voilà, dans l'étude d'impact, c'est un peu la concrétisation du principe de privacy by design, qui est le principe de dire que le traitement de la donnée, lorsque l'entreprise a un projet quel qu'il soit, doit être au cœur de ce projet. C'est-à-dire que si l'entreprise, par exemple, a un projet demain de restructuration, il faut que l'entreprise immédiatement se dise, est-ce que ça impacte le traitement des données personnelles que je traite aujourd'hui? Quel impact pour mes données personnelles? Si l'entreprise ne le fait pas, elle n'aura pas respecté ce principe de privacy by design. Et l'analyse d'impact qui va justement mesurer dès la conception du traitement de données, si les données recueillies sont bien nécessaires, quelle est la proportionnalité des données recueillies en fonction de la finalité du traitement, quels sont les risques associés à ce potentiel traitement, quelles mesures de sécurité on entend prendre pour éventuellement faire face à ces risques en amont de la mise en œuvre du traitement. Ça, c'est exactement le principe de privacy by design. Et la dernière chose que j'ajouterais, c'est qu'il est lié aussi au principe de privacy by default dans le règlement, qui est lui le principe qu'on appelle de minimisation, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la finalité du traitement, ce que les entreprises doivent faire, c'est collecter le minimum de données possible pour parvenir au traitement, c'est-à-dire que celles qui sont strictement nécessaires pour parvenir à la finalité du traitement. Voilà. Guillaume Flambard, on va revenir un peu sur ces études d'impact. Oui. Dans quel cas précisément est-ce qu'elles seront obligatoires ? Oui, bonjour. Le règlement nous dit que l'étude d'impact devra être déclenchée quand il y aura justement un risque élevé pour la protection du droit des personnes. Donc toute la question notamment sera de déterminer à quel niveau se situe ce risque élevé pour la protection du droit et des libertés des personnes, sachant que derrière, dans le contenu même justement de l'étude d'impact, il y aura à décrire quelle est l'opération envisagée, quels sont les traitements et les finalités justement de traitement envisagés. Il y aura justement à mettre en évidence l'intérêt légitime du traitement, donc associé à la finalité du traitement, quel est mon intérêt légitime à mettre en œuvre ce traitement. Et dans ce cas, ça peut être quoi ? Je sais qu'il y a un business à faire si je traite ce type de données-là, c'est un intérêt légitime ? C'est un intérêt légitime. J'ai en tête, pour l'avoir partagé il y a quelques jours avec une entreprise, je peux citer un exemple. Je suis fabricant d'appareils liés à la domotique. Je m'intéresse à la géolocalisation. On a parlé de géolocalisation. Et donc, tout à chacun, demain matin, pourra quitter son domicile et les appareils connectés permettront de mettre en veille, entre guillemets, votre domicile. Donc, le chauffage, par exemple, de votre habitation diminuera. Il y aura pour vous peut-être un gain justement sur la consommation d'énergie, etc., etc. De manière automatique, les appareils connectés de votre maison détectent votre éloignement et détectent aussi le fait qu'en fin de journée, vous revenez vers votre habitation et il vous suit dans votre parcours et il sait, on va dire, remettre les appareils en marche au fur et à mesure de votre rapprochement de votre lieu d'habitation. Est-ce que cette géolocalisation de tous les particuliers représente un intérêt légitime? Est-ce qu'il y a dans la mise en œuvre de ce nouveau traitement un intérêt pour l'entreprise, pour le particulier? Quelle est justement la proportionnalité qu'il faudra opérer entre la collecte de données liées à ces nouveaux appareils et la protection du droit des personnes? Je n'aurai certainement pas le droit d'aller vérifier, surveiller tous vos faits et agissements dans la journée, quel que soit justement votre lieu de travail. En revanche, on peut imaginer peut-être qu'à une certaine distance, lorsque vous allez vous rapprocher de votre habitation, vous pourrez effectivement déclencher automatiquement, et je pourrai collecter les données liées à ce rapprochement pour pouvoir mettre en œuvre ces nouveaux appareils liés à la domotique. Voilà. Dans ce cas comme dans un autre, que pourra répondre la CNIL quand elle recevra ces études d'impact? C'est oui, non, c'est revenez travailler? Alors,
la CNIL pourra être consultée justement préalablement à la mise en œuvre du traitement sur ces analyses d'impact lorsqu'il y aura justement un risque élevé lié aux droits et aux libertés, et elle pourra instruire entre guillemets ce risque élevé, et elle pourra vous guider dans l'évaluation de ce risque. Il y aura entre le responsable de traitement et la CNIL une itération sur l'évaluation de ce risque et les mesures justement à mettre en œuvre, à la fois techniques et organisationnelles, pour rester respectueux de la protection des données. Un autre point important de ce règlement européen, c'est la sécurité des données personnelles. Le régulateur entend s'assurer que les entreprises protègent les données de leurs consommateurs, de leurs salariés. Alors, quelles sont les obligations d'une entreprise? Quelles sont les nouvelles obligations d'une entreprise sur ce point? Les nouvelles obligations d'entreprise sur ce point, elles sont assez simples. Alors moi, je vais d'abord parler du responsable de traitement qui relève de la CNIL, puisqu'on est en France. Donc en fait, en cas de violation des données personnelles, à partir du moment où le responsable du traitement des données en a connaissance, il doit, dans les meilleurs délais, ou dans la mesure du possible, dans les 72 heures, alerter la CNIL et l'informer de la violation des données personnelles dont il a été victime. C'est un délai quand même relativement court. Et donc, il faut s'y préparer. Et effectivement, il faut avoir prévu des procédures. Pour ça, la CNIL vous aide, puisque je crois que sur le site de la CNIL, il y a déjà des modèles de notification. En gros, qu'est-ce qu'on doit notifier à la CNIL? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans une notification? Quand on envoie à la CNIL, on l'informe de la nature de la violation, de la catégorie de personnes concernées, du nombre de personnes concernées. On va lui dire également quelles mesures on a commencé à prendre ou quelles mesures on envisage de prendre, et puis quelles sont les conséquences probables de la violation des données. Et puis il y a le deuxième volet, c'est que dans le cas où, en plus, ça porterait atteinte aux droits et libertés des personnes, donc encore une fois aux droits fondamentaux des personnes privées dont les données sont traitées, on va devoir informer chacune de ces personnes dans les meilleurs délais également. Et donc, ça peut représenter un travail colossal si, en fait, les données qui ont été violées s'adressent à plusieurs milliers de personnes ou plusieurs millions de personnes, ce qui est parfois le cas dans certains fichiers. Donc, cette obligation, elle est quand même assez importante. C'est une procédure qu'il faut préparer à l'avance. On ne peut pas se retrouver avec une violation et devoir inventer la procédure dans les 72 heures qui vont suivre. Donc ça sera un des volets importants de la mise en conformité qui sera à traiter dans les semaines ou les mois qui viennent par les entreprises. Alors, le règlement européen impose une volonté de moyens plus que de résultats. Et comment est-ce que le régulateur et comment est-ce que vous, avocat, vous pourrez justifier auprès du régulateur que tous les moyens ont bien été mis en œuvre si un problème lié aux données personnelles survient? Il appartiendra sur justement la notification de ces failles de sécurité, d'abord et principalement aux responsables de traitement, de mettre en évidence l'existence de ces moyens, de ces ressources, de la disponibilité de ces moyens et de ces ressources pour mettre en œuvre justement toutes les mesures liées à la remédiation de ces failles de sécurité. Et du point de vue juridique, avoir aussi en tête que c'est une obligation entre guillemets principale qui incombe aux responsables de traitement, même si on a un binôme dans le traitement. On a évoqué tout à l'heure le binôme responsable de traitement et prestataire sous-traitant. Cette obligation justement de notification, aujourd'hui, elle incombe d'abord et uniquement aux responsables de traitement. Le prestataire sous-traitant, lui, aura, si la faille de sécurité trouve son origine, par exemple, chez ce prestataire sous-traitant, à informer le responsable de traitement. En revanche, il aura aussi, même s'il ne fait pas de notification directe à l'autorité de contrôle, à mettre en œuvre et à pouvoir justifier de tous les moyens et de toutes les ressources mises en œuvre justement pour remédier à cette faille de sécurité. Il y a bien là une responsabilité entre guillemets conjointe entre le responsable de traitement et le prestataire sous-traitant. Tout à l'heure, vous animerez tous les deux un atelier
encore plus pratique sur la conformité juridique à ce règlement. Pour nous donner envie, pour un petit teaser, quels sont les 4 chantiers prioritaires à mettre en œuvre là, dans les 6 mois qui restent? Alors, si je peux me permettre juste une seconde, on va reprendre le premier chantier prioritaire. Il est impératif de définir qui sera le chef d'orchestre ou le pilote. On parlait tout à l'heure de la gouvernance du chantier. Il faut définir qui va mener le projet de mise en conformité au GDPR. Il faut désigner le DPO, ou si ce n'est pas le DPO, au moins un chef de chantier qui va piloter jusqu'à ce qu'un DPO soit nommé. C'est la première chose, parce que je crois aussi que lorsque on embarque dans une démarche et qu'on la pilote, on est embarqué et on n'en sort plus. Donc ça, c'est le tout premier on the top, et après, il y en a d'autres. Guillaume? Les autres chantiers, au-delà de la gouvernance, effectivement, et la désignation de ce pilote et de ce chef de file pour organiser et gérer le traitement des données à l'intérieur des organisations du secteur privé, mais aussi du secteur public. Ne pas oublier aussi que ce RGPD vise aussi à s'appliquer auprès de tous les acteurs du secteur public. Eh bien, ça sera d'abord et avant tout, justement, l'opportunité de recenser tous les traitements de données à caractère personnel, à l'intérieur de l'organisation. Et au-delà de ce recensement, effectivement, de préparer la constitution, l'élaboration du registre de traitement qu'on évoquait tout à l'heure. Et au-delà, on va dire, de ces actions prioritaires et qui viennent en premier dans le programme de conformité, effectivement, mettre en œuvre ensuite une gestion de projet. Le RGPD, c'est aussi un projet d'entreprise à part entière. Et donc, mobiliser les moyens, les ressources autour de la gouvernance qui aura été faite, autour justement du recensement qui aura pu être fait des traitements de données, pour élaborer à travers une analyse des priorités, des actions prioritaires et une feuille de route associée à ces actions prioritaires. On a dit tout à l'heure, la CNIL l'a évoqué, qu'il faut mettre en avant justement une démarche. C'est une attitude aussi qu'il faudra pouvoir justement avoir, c'est se dire qu'au 25 mai, j'ai au moins pris l'initiative de me mettre en conformité et déjà enclencher des actions de mise en conformité, même si ma feuille de route, justement, prévoit des étapes, des jalons au-delà du 25 mai 2018. Merci beaucoup.